Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Maître Stéphane Gallo. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Stéphane, vous êtes associé du cabinet Abeille Avocat depuis maintenant 25 ans. Je suis absolument ravie de vous recevoir sur ce podcast. On va aborder tout un tas de choses très intéressantes, dont votre parcours, votre vision de la profession, mais aussi comment est-ce que vous êtes organisé en interne dans votre cabinet. Mais j'ai une première question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat ? Merci Maya tout d'abord de me recevoir. Je n'ai pas trop l'habitude de parler de moi. Normalement, on parle de nos clients et de leurs intérêts, plus que de soi-même. Ce qui m'a donné l'envie d'être avocat, alors si on remonte très loin, je crois que en fait, ça m'a toujours animé. Parce que j'ai toujours pris dans les petites classes la défense de mes camarades qui étaient spoliés ou qui étaient embêtés. Donc ça doit être un petit peu viscéral quelque part. Et puis je me suis retrouvé en fac de droit à Aix-en-Provence parce que je ne voulais pas rester trop près de là où j'habitais sur la Côte d'Azur et je voulais monter à Paris, mais mon père ne voulait pas me laisser partir à Paris à 18 ans. Certainement des problèmes de maturité et des problèmes financiers. Et donc j'ai été inscrit à la fac d'Aix-en-Provence parce qu'on avait des facilités de logement à Marseille dans des très bonnes conditions. Et au premier examen que j'ai passé, j'ai eu une excellente note. Et du coup, ça m'a donné l'envie de poursuivre sans trop savoir d'ailleurs vers quoi ça me mènerait. Avocat était un but, mais il n'y avait pas non plus de vocation à le devenir. Et voilà, j'ai passé les concours les années les unes après les autres. Et j'ai rencontré un mentor qui était avocat international. Et ce garçon avait tout ce qui me plaisait dans l'image que je me faisais de l'avocat. D'abord le côté international pour les voyages, la maîtrise de l'anglais, etc. Il était avocat dans un cabinet très prestigieux à Paris, cabinet Gide pour ne pas le nommer. Certainement une aisance financière qui me faisait envie. Et puis une stature, il en imposait par lui-même. Donc il était vraiment pour moi, je ne vais pas dire un modèle, mais quelqu'un qui m'a inspiré pour le devenir. Voilà. Et après avoir réussi les différents examens, être parti aux États-Unis, avoir suivi ses conseils, lui nous a malheureusement quittés. Et comme les échanges que j'avais pu avoir avec lui m'avaient convaincu de continuer dans cette voie, j'ai continué dans cette voie et je me suis retrouvé dans un cabinet marseillais poussiéreux. On l'a déjà évoqué. Un cabinet un petit peu poussiéreux, mais qui était un cabinet de solo practice avec une secrétaire, une collaboratrice. Très formateur, j'imagine. Et ça a été très formateur. Et d'ailleurs, c'était l'idée que je m'étais faite, la conviction que j'avais acquise, que pour devenir avocat, il fallait d'abord, avant de penser devenir avocat international, avocat d'un grand cabinet, avocat de ceci, il fallait d'abord apprendre le métier par la base. Et j'ai toujours aimé d'ailleurs que les choses soient faites dans l'ordre, ne pas trop brûler les étapes. Et donc j'ai considéré ce qui m'a été imposé au final de devoir commencer chez cet avocat-là, d'apprendre le métier par la base, le métier de base, on devrait dire. Et de travailler avec quelqu'un qui est en solo practice, vous voyez toutes les facettes du cabinet en réalité, celles que la clientèle voit, et puis également celles de... les inquiétudes sur les nouveaux clients, les nouveaux marchés, les nouveaux dossiers, les jugements qui rentrent, les insatisfactions des jugements que vous lisez, les satisfactions de celles que vous obtenez qui flattent l'ego. Voilà, les relations avec les gens, les relations avec les confrères, parce qu'il y avait encore cette notion à l'époque de formation qui a disparu aujourd'hui et ce que je regrette. Je crois que ça a été une grosse erreur de la profession. Et voilà. Et après, j'ai suivi un chemin normal jusqu'à rejoindre le cabinet dans lequel je suis, où j'ai commencé comme collaborateur, un cabinet qui était beaucoup plus prestigieux que le premier, animé par un homme qui était parce qu'il ne travaille plus, mais il est toujours de ce monde et je le salue à l'occasion, Jean-François Abeille,
qui a été pour moi quelqu'un qui était très attachant, très exigeant, très très exigeant, avec lui-même d'abord et facilement avec les autres. Parce qu'on dit souvent, on a souvent l'impression qu'il est très exigeant avec les autres et pas du tout avec lui-même, mais en fait, quand on a appris à le connaître, c'est vraiment dans ce sens-là que ça se passe. Il est très exigeant avec lui-même et du coup beaucoup avec les autres, qui était bègue et qui est devenu avocat et qui a été un avocat brillant, donc tout à son honneur. Qui a su faire de faiblesse de force. Donc tout ça, ce sont des enseignements de vie et un monsieur d'une grande probité, aux côtés desquels j'ai beaucoup travaillé, parce que je partais à droite le matin, à gauche le matin, mais lui-même était un gros travailleur aussi. À droite le matin, à gauche l'après-midi. On avait une multitude de dossiers dans des secteurs divers, etc. Et il avait, lui, une relation avec les clients qui n'était pas du tout la même relation avec les premiers. Il avait vraiment... alors que lui-même avait succédé à son père, donc on aurait pu penser que c'était un cabinet un petit peu poussiéreux ou des avocats classiques, on va dire. Pas poussiéreux, j'aime pas trop le terme. Et le cabinet n'était pas du tout poussiéreux, la structure elle-même. Mais on aurait pu penser qu'il soit dans cette veine-là, et en fait non, il était très précurseur sur énormément de sujets, et notamment dans la relation client, et c'est chez lui que j'ai pris conscience que l'avocat était... pas celui qu'on honore par un honoraire, mais un véritable prestataire de service. Défendant les intérêts de ses clients, mettant sa connaissance au service de ses clients et des causes qui devaient être défendues. La force de l'avocat, c'est d'avoir des causes diverses et de dépasser, j'allais dire, ses propres pensées, sa propre personne et ses propres convictions pour aller chercher ailleurs, parce que avant tout, c'est l'intérêt du client. Et voilà, et j'ai évolué avec ce dernier et ses associés de l'époque qui étaient un tout petit peu plus jeunes. Et puis, j'ai été associé assez rapidement à la faveur d'événements qui sont survenus dans le cabinet. Et puis, on a grossi. Et nous voilà aujourd'hui, 27 ans après, en ayant eu l'impression qu'un trait de temps s'était écoulé, mais vraiment l'espace d'un instant. Et non, ça fait 27 ans. Et aujourd'hui, je suis dragué par... les gens qui pensent à la retraite et ces choses-là qui étaient des sujets qui m'étaient complètement étrangers il y a encore pas si longtemps. Voilà. Très intéressant. Moi, j'aime bien revenir un petit peu chronologiquement sur le parcours et aussi l'évolution en fait que vous avez pu percevoir de vous-même, donc du statut de collaborateur au statut d'associé. J'ai entendu que vous aviez beaucoup travaillé en tant que collaborateur, donc toute cette appréhension de l'aspect technique de la profession. Ici, on parle beaucoup d'avocats entrepreneurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a semblé un peu inné dès le départ? Est-ce que justement cet esprit un peu entrepreneurial de, j'entends manager, aller chercher des nouveaux clients, sont des choses qui vous ont été apportées justement par aussi les personnes que vous avez rencontrées? Enfin, comment s'est développé votre esprit vis-à-vis de cela? Non, étudiant, je voulais faire une école de commerce. Les finances ne m'ont pas permis de le faire en même temps que la formation que j'ai suivie. Et puis, arrivé un temps, quand même, à 26, 27 ans, vos parents vous disent quand même que ce serait bien qu'on commence à s'assumer. Donc, je crois que j'ai toujours eu cette volonté de créer... alors, je ne sais pas si c'est de créer le terme exact et c'est me donner des fleurs et des lauriers que je ne mérite pas, mais de voir l'organisation comme une entreprise, oui, ça, je pense que ça m'a toujours intéressé. Après, l'organisation du cabinet et l'évolution de ma vie professionnelle, c'est plutôt un de mes associés encore aujourd'hui, Sylvain Pontier, qui, lui, est dans l'organisation. C'est-à-dire que dans la prédiction et l'organisation. Et si moi, j'ai apporté, quand je suis arrivé au cabinet, certaines nouveautés, l'informatisation, alors ça fait très vieux de le dire parce que la plupart des gens qui arrivent aujourd'hui dans la profession sont nés avec et ne savaient même pas que ça n'existait pas avant. Mais l'informatisation, les dictaphones digitaux, la dictée automatique, tout ça, la dictée vocale, je veux dire, avec la retranscription automatique. Tout ça sont des éléments de nouveauté que j'ai apportés au cabinet. Mes associés n'y étaient pas contre, mais ils n'y voyaient pas d'intérêt particulier, sauf qu'en termes d'organisation. Et Sylvain Pontier, qui lui était très très organisé. Il avait déjà, lui, une vision... je ne sais pas s'il y a une vision entrepreneuriale, mais en termes d'organisation, oui, très, très conforme aux sociétés. Et donc, peut-être que notre binôme a fait que, notre binôme au sein on était 5 associés à l'époque,
a fait que les choses ont évolué. Il y a eu aussi la norme ISO, qui était une norme qui s'est appliquée à un moment donné au cabinet d'avocats, où à beaucoup de compagnies d'assurance, de banques, etc., et dans lesquelles certains cabinets se sont inscrits, et dans le nôtre. Et ça a beaucoup apporté à l'organisation. Et puis, avec la taille qui grossit, effectivement, même si ça grossit malgré soi, en tout cas, on ne peut pas le déplorer, on peut que le constater, parce qu'on a des besoins, donc il faut répondre à ces besoins. Ces nouveaux besoins appellent des nouvelles charges. Donc, pour qui dit nouvelles charges, dit nouvelles recherches de clients, nouvelles activités. Et ces nouvelles activités vont créer encore des besoins. Donc, on va rechercher. Bref, on grossit comme ça petit à petit. Et au final, il se pose des problèmes je ne sais pas qui c'est qui disait que, par exemple, le mariage, c'est l'art... c'est Coluche. Je crois qu'il disait que le mariage, c'est l'art de régler des problèmes à deux qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Eh bien, voilà, un cabinet qui grossit, c'est l'art de devoir régler des problèmes qu'on n'aurait pas eu seul. Et il a fallu organiser les salariés, du coup, des fonctions support plus importantes, et aujourd'hui, des fonctions support transversales. Parce que quand on est un cabinet qui anime 80 personnes à peu près en tout, à 5-8 personnes, je ne dois pas trop me tromper sur le nombre. 60 avocats, grosso modo, et une vingtaine de fonctions support. Eh bien, on a besoin, justement, de gens qui vont s'occuper de la communication, des services externes, etc., sur lesquels on repose. Et donc, il y a cette... en fait, on voit qu'on est une profession certes réglementée, certes encore une profession libérale, mais que on développe, et on a développé et on doit manager une entreprise avec des gens qui arrivent, avec des échéances, avec des problématiques auxquelles il faut répondre, qu'il faut parfois même anticiper, et comme j'imagine, un entrepreneur. Qui sait s'adapter, parce que le propre, je crois, c'est la réactivité et l'agilité, et donc dans un monde qui évolue encore plus vite, parce que avec tout ça, je crois que le monde dans lequel on vit ne nous a pas aidés dans cette démarche, parce que tout s'accélère, tout devient plus immédiat, on va dire, les besoins sont plus immédiats, les temps de réponse sont plus immédiats, on a oublié le temps long. Et donc voilà, on s'est structuré sous une forme sociale pour répondre aux besoins de l'entreprise. On est resté en dehors des organisations classiques, style association, société civile de moyens, qui composait la majorité de la structuration de la profession. Nous, on s'est mis très tôt en CELAR. Je crois qu'on a été parmi les premiers à Marseille. Sinon, parmi les premiers en tout cas. Donc management avec une équipe dirigeante, avec des collaborateurs, avec des salariés, et voilà, des charges, des bilans à regarder. Tout comme une entreprise. Tout comme une entreprise. Mais je pense qu'on peut dire qu'on est une entreprise. Mais évidemment, bien sûr. Mais et vous, par exemple, pour aller chercher de nouveaux clients, est-ce que c'est quelque chose... Parce qu'en tant qu'associé, on doit être apporteur d'affaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu aussi instinctivement? Et justement, comment est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients? Comment est-ce que... Je sais pas, vous les avez fidélisés? Comment c'est architecturé tout ça? Alors, de ce côté... je vais répondre par la fin de votre question. Il n'y a pas eu de structuration. On peut le regretter, mais en tout cas, il n'y a pas eu de structuration, c'est un constat. Non, c'est... le fait d'avoir été collaborateur dans un cabinet fait que, à qui on se voit confier l'association, à un moment donné, fait qu'on travaille déjà sur un portefeuille existant. Et c'est quand même plus facile de faire croître 1 que 0. Tout à fait. Et partant, j'allais dire, j'ai apporté ma patte personnelle, ma compétence, je l'espère, dans la défense des intérêts de ses clients, et qui, la roue étant partie, il a fallu l'alimenter un petit peu, et donc j'ai pas eu je partais pas de 0. Voilà. Et c'était donc, je pense, plus facile. Après, les clients, très sincèrement, c'est au gré des rencontres qu'on fait, de l'activité qu'on a, le fait de faire savoir ce qu'on fait, de se faire connaître. Et donc pour ça, il faut sortir. Donc c'est, une fois qu'on a terminé le travail de cabinet, c'est participer à des associations, à des cercles, aller serrer des mains. Aller serrer des mains, voilà, à des activités. Mais je crois que le secret, en réalité,
en tout cas, c'est ce que j'observe sur le temps. Et s'il y avait un seul enseignement à tirer de tout ça, c'est la sincérité. Vraiment. Dans le temps long, la sincérité, ça joue. Parce que les gens savent que si vous êtes sincère, vous pouvez être cru et non plus seulement crédible. La crédibilité, c'est une chose qu'on peut avoir de façade. Il y en a qui sont très bons là-dedans, qui font très mal les choses, mais qui se présentent très bien. Alors que quand on est sincère, au final, sur le temps, ça joue en votre faveur. Et puis ça se sent, les gens sincères, instinctivement. Certainement, en tout cas, je l'espère. Et donc, j'ai eu toujours j'ai essayé dans ma vie d'être toujours le plus sincère possible. Et sincère avec tout le monde, c'est-à-dire aussi bien avec les clients importants, les clients moins importants, les magistrats, les greffiers, les fonctions subalternes. Il n'y avait pas vraiment de... Tout ça fait que... au fil du temps, vous êtes reconnu auprès des experts quand vous allez en expertise dans mon domaine d'activité par exemple, fait que les gens finissent par parler de vous, ou quand on parle de vous, disent « Ah bah oui, je l'ai connu, ah bah oui, il est bien, oui, il n'est pas bien ». Oui, il est bien, et oui, il est efficace, oui, il est réactif, oui... ok, moi et c'est comme ça. Et dans les compagnies d'assurance, c'est pareil. J'ai gagné des marchés dans des compagnies que nous n'avions pas au début parce que soit à la faveur des mouvements inter-compagnies, soit parce que le cabinet est devenu reconnu, ma compétence. Voilà, j'ai exercé des fonctions à l'ordre pendant 10 ans, qui m'ont donné une certaine légitimité aussi auprès de certains. Et donc tout ça fait que, sans même s'en rendre compte, pour être très franc, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de structuration à proprement parler, on a commencé à grossir, à attirer des nouveaux clients, etc. Aujourd'hui, les choses changent un peu. Alors, les choses changent un peu parce qu'on a l'impression que la participation, la présence sur les réseaux, sur Internet, est un passage obligé pour arriver à se faire connaître et développer des nouveaux clients. C'est certainement vrai pour une partie. Donc, en fait, je crois que le danger, c'est de ne pas y être, plus que, j'allais dire, les apports que vous avez d'y être. Mais au final, dans toute cette culture de l'immédiateté là, et cette abstraction du temps long, je crois que la sincérité finira toujours par payer. Et donc voilà, comment on va chercher des nouveaux clients. Mais c'est toujours, par contre, en sortant, à la faveur des rencontres, encore une fois. Mais des rencontres, des fois, purement anodines, des discussions que vous pouvez avoir dans un restaurant avec votre voisin, dans le métro, si on n'a pas l'œil rivé sur son portable, comme c'est malheureusement le cas ici souvent. Si on prend le temps de lever la tête et de participer, et qu'on le fait avec sincérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vous n'allez pas nécessairement, avec les dents qui rayent le parquet, chercher un dossier, ce qui ne rime strictement à rien. Mais quand on fait les choses avec sincérité, au final, ça finit par payer. Et je crois que je peux m'enorgueillir de dire que ça continue aujourd'hui. Et au bout de combien de temps est-ce que vous êtes passé associé chez Abeille ? Alors, je suis passé associé au bout de, laissez-moi compter, 4-5 ans. 4 ans, on a pris la décision. J'ai été associé l'année d'après. Donc, c'est assez rapide quand même pour une association. Oui, mais j'ai eu de la chance, je pense. Je n'avais pas vocation d'ailleurs à être associé. J'avais plutôt vocation d'ailleurs à quitter le cabinet après 4-5 ans. Vous vouliez vous installer ? Quand je dis non, pas m'installer. Non, je voulais vivre une autre expérience d'un cabinet peut-être plus organisé, plus international, qui correspondait à ma volonté de départ. Et donc de rejoindre la capitale, très certainement, parce que le cabinet de Marseille, à Marseille, il n'y avait rien qui pouvait correspondre exactement à mes choix. Et puis c'était votre rêve, vous l'avez dit aussi. En plus. Et puis, au-delà d'un rêve, c'était surtout une frustration d'avoir été rejeté de Paris. Point sur lequel on pourra revenir le cas échéant. Mais j'étais un petit peu rejeté par un cabinet et j'en ai été... alors peut-être pas meurtri, mais j'en ai toujours gardé un petit goût amer. Et donc je voulais partir à Paris. Et j'avais pris des contacts, j'étais en lien pour recommencer collaborateur, mais dans une autre structure, une structure plus importante, plus internationale, des équipes plus organisées, etc. etc. Et puis un des 3 associés de l'époque m'a dit, écoute, non, d'abord tu t'occupes d'un domaine d'activité qui nous intéresse, l'associé qui s'en occupe et avec lequel tu travailles ne devrait pas rester avec nous, des chemins de vie différents, des décisions, encore une fois, des chemins de vie différents, des visions de
l'avenir de la profession et du cabinet et de sa place dans le cabinet différent des deux autres à l'époque. Et il m'a dit non, reste, on va t'associer. Et du coup, quand on a fait miroiter, j'allais dire, l'association, quand vous avez, je sais pas, il faudrait que je calcule, mais quand vous avez 32 ou 33 ans, que vous n'avez pas vocation à mourir sur la croix, eh bien, vous prenez au jeu et c'est un nouveau challenge et c'est un défi. Et ce défi, on veut le relever et parce que l'équipe vous plaît, parce que les gens avec lesquels vous travaillez, vous les aimez, sincèrement, encore une fois. Et à tous les niveaux. Ça passe bien avec tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais quand même, globalement, il faut que le positif soit supérieur au négatif, et c'était le cas. Et donc, j'ai relevé ce défi, et l'idée parisienne, mais après, la vie, le mariage, les enfants, les divorces, et voilà, et on avance comme ça, et puis ouais, j'ai fait ma carrière donc, à Marseille. Alors, après, pour... terminer sur le sujet. Une fois qu'on a été associé, qu'on a eu des fonctions au sein du Conseil de l'Ordre, le cabinet a grossi. Après, se sont posées d'autres questions, d'autres challenges, des ouvertures extérieures. Extérieures à Marseille, en tout cas, de cabinets extérieurs. Le premier étant Aix. Alors, souvent dicté par soit des mouvements de collaborateurs qui ont dit, moi, pour des raisons personnelles, je veux aller à Aix, à Nice, à Lyon. Et donc, le cabinet a su s'adapter. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'agilité, mais c'est le cas. Et on a ouvert ses antennes à l'extérieur pour ces collaborateurs qu'on a plus ou moins intégrés, avec des échelons différents, mais qu'on a intégrés. Et on a ouvert Paris il y a, je crois, un petit peu moins de 10 ans. Où vous êtes. Et maintenant, j'ai rejoint le cabinet de Paris depuis 6 mois et j'y suis très heureux. Donc voilà, je ne sais pas si la boucle est bouclée, s'il me faudra 15 ans pour boucler, pour terminer ce chapitre-là, mais j'y suis et j'y suis très content. Et j'anime Alors, je n'ai pas perdu le lien avec Marseille, parce que j'ai des équipes qui sont là-bas, avec lesquelles que je remercie d'ailleurs, parce que sans elles, ce que je vis actuellement ne serait pas possible. Parce qu'elles sont là, elles assurent. Bon, je suis en backup un petit peu, mais elles sont quand même très autonomes et donc je les en remercie. Et voilà, et du coup, je suis à Paris maintenant et je suis très content d'y être. Et en plus de ça, il fait très beau, donc c'est parfait. C'est vrai. Et lorsqu'on est propulsé, associé, alors que vous y attendiez pas forcément, il y a des nouvelles responsabilités qui viennent, comme notamment le management. Donc, vous avez dit que vous appréciez beaucoup travailler avec votre équipe. Comment est-ce que vous avez appréhendé, justement, ces nouvelles fonctions de manager? Est-ce que... comment est-ce que, justement, ce rôle un peu de savoir déléguer aussi, savoir vous placer en tant que mentor, peut-être, comme on l'a fait pour vous? Alors... Mentor, je pense que maintenant, je suis en capacité de le devenir, oui. On a un programme au cabinet, là, justement, on a une chargée de communication qui est en charge de développer ça, parce que j'y crois beaucoup. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une grosse erreur de la profession, à mon avis, qui a été la disparition du stage au niveau de la formation. Et je ne parle qu'à ce niveau-là, c'était peut-être pas une erreur pour d'autres raisons qui m'ont certainement échappé, mais en tout cas, au niveau de la formation, je trouve que c'était dommage de supprimer cette fonction de formation des stagiaires, des jeunes avocats, puisqu'ils étaient déjà avocats en exercice, mais avant d'être inscrits au grand tableau, ils devaient participer pendant un certain nombre d'années, qui a été réduit d'ailleurs par le temps de 5 ans à 2 ans. 2 ans quand moi j'ai commencé, et on devait faire ces 2 ans de stage dans un cabinet. 5 ans, c'est long quand même. Oui, 5 ans, c'était long. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, et du coup, le management... non, je crois que en fait, ça s'apprend. Il n'y a pas véritablement. J'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas pu faire d'école de commerce. Donc j'ai lu. Oui, je lis. D'ailleurs, j'ai lu et je lis encore sur des sujets ésotériques ou des sujets de développement personnel ou de je vais lire bientôt. Et vous, comment ça va au travail, votre livre. Et je vais certainement m'en inspirer pour essayer de m'améliorer. Voilà, parce qu'on a besoin de remise en cause, de s'améliorer. Et ça vient de manière assez... ça vient de manière assez innée. De toute façon, on est un agrégat
de cabinets et de personnes qui travaillons ensemble, qui passons une bonne partie de la journée ensemble, avec des intérêts, des personnalités différentes, mais des intérêts convergents. Ouais. Et voilà, et le management se fait comme ça. Il faut être, je pense aujourd'hui, il faut être à l'écoute. Et le fait que les gens viennent nous rejoignent, il y a deux facteurs qui me semblent tout à fait, deux marqueurs, je devrais dire, qui me semblent tout à fait pertinents. C'est la volonté des gens de vous rejoindre, qui prouve que vous êtes quelque part séduisant, ce qu'on cherche tous à être à un moment donné. Et le fait qu'on y reste. Voilà, qu'on va y rester. Et ça, on l'observe. Alors, je n'ai pas fait d'études, évidemment, sur le sujet. Je n'ai pas tenu de graphique sur le sujet. Mais ça a l'air d'être le cas dans votre cabinet. Je devrais, mais c'est souvent le cas. Ça a été souvent le cas au cabinet. On a eu des différents, bien évidemment. Mais il y a des temps, en fait. Soit les gens restent très peu. Quand je dis très peu, c'est dans les 3 premiers mois, grosso modo, on sait à qui on a affaire et on sait que ça va pas le faire. Soit les gens restent moyennement, 3 à 5 ans. Soit au final, il y a la deuxième step qui est le 5 à 10. Et là, il faut choisir quelque chose, il faut choisir un autre. Pour continuer à intéresser les gens, il faut choisir autre chose. Et nous, on leur a proposé souvent l'association. Oui, c'est ce que je sais, vous m'avez dit avant le podcast, c'est que parmi vos associés, la grande majorité viennent de l'interne. Tous à l'exception d'un, qui est le dernier. C'est quand même incroyable. Sur un cabinet de 80 personnes, 10 associés qui viennent de l'interne, ça prouve qu'ils sont quand même très loyaux, fidèles et qu'ils se sentent bien au cabinet suffisamment pour y rester longtemps. Eh bien, si j'y suis pour quelque chose, tant mieux. Je ne suis pas le seul à y être pour quelque chose. Mais oui, c'est que certainement chacun y trouve son compte et que les relations sont sincères. C'est encore une fois, on y revient. Toujours à ça. Mais c'est des gens à qui on a confiance, qu'on a appris à connaître, qui font pas nécessairement la même spécialité que vous, à qui vous remettez non pas les clés d'un cabinet pour le manager et l'ouvrir, mais pour le développer, à qui vous ouvrez l'intégralité de vos livres, donc sincérité, pratiquement transparence avec les nouveaux associés, sur l'organisation, sur la comptabilité, les chiffres, vos rémunérations, enfin tout. Il y a cette relation de confiance qui se crée et à un moment donné, c'est comme quand vous êtes en couple. Au début, vous apprenez à vous connaître et puis tout d'un coup, ça se passe bien, ça se passe très bien, ça se passe très très bien et tout d'un coup, vous vous ouvrez l'un à l'autre complètement et vous n'avez plus de secret et le monde autour n'existe plus pratiquement. Et c'est ce qui se passe avec les avocats en réalité, avec lesquels on se marie pour des raisons financières et professionnelles, d'activité, mais bon, ça occupe quand même une partie de notre vie, donc c'est quand même important. Tout à fait. Et c'est des gens avec lesquels nous, nécessairement, d'abord on a il doit y avoir quand même un socle commun sur nos façons de penser. On a tous vos valeurs. Nos valeurs, des valeurs communes, exactement, que je ne saurais pas d'ailleurs identifier très très précisément. Enfin, un certain nombre, très certainement. La sincérité, j'en ai parlé, la loyauté, l'honnêteté. Voilà. Après, les valeurs du cabinet, qui sont la réactivité, la compétence, l'empathie, voilà, qui sont des qualités dont on a besoin quand on exerce ce métier. Et voilà, et c'est des gens avec lesquels que vous intégrez parce que ça se fait quasi naturellement. Alors après, il y a la question de la succession qui peut se poser. Qu'est-ce qu'on va faire de cette clientèle qui est la propriété du cabinet, mais que vous traitez vous, et sur lequel vous n'arrivez pas véritablement à déléguer. Bon, je ne sais pas si la transmission de la clientèle a véritablement un intérêt. Ce qu'il faut, c'est transmettre la compétence, et puis la clientèle, elle viendra avec le temps. La confiance. Et la confiance, exactement. Tout à fait. Et par rapport justement à ces associations internes que vous avez fait, j'aime bien m'intéresser un peu au parcours collaborateur et les critères aussi qui vous sont chers au sein du cabinet pour justement qu'un collaborateur puisse prétendre à l'association. Alors, si on prend les 10 derniers, enfin les 7 derniers après moi, ils sont tous passés par le cabinet, ils ont tous été collaborateurs d'un de nos associés. Donc il n'y a pas eu de parcours, à part pour les 2 premiers, donc les numéros 4 et numéro 5, on va dire, qui ont travaillé avec plusieurs associés du cabinet parce que la taille le permettait, en termes de nombre de collaborateurs disponibles et de nombre d'associés. Donc eux, ils n'ont pas eu un parcours à proprement parler d'association, mais ils ont
j'allais dire, travailler avec les uns les autres pendant quelques années. Ils étaient connus, Identifiés. Deux d'entre eux, parce que je pense à eux notamment, avaient développé vraiment des secteurs spécifiques que les uns faisaient, mais du coup faisaient mal parce qu'ils n'étaient pas des spécialistes, et moi le premier. Parce que comme j'avais une vocation au départ de faire du droit des affaires, j'avais ces dossiers-là au départ, et puis au final j'avais un associé, donc un collaborateur qui m'a rejoint, qui a travaillé quelques années avec moi, qui est un excellent juriste, qu'on a voulu associer à un moment donné, parce qu'on pensait d'ailleurs que ça aurait été une grosse perte de le perdre, et je continue de le penser aujourd'hui, si on ne l'avait pas fait. Et qui avait ces valeurs personnelles d'honnêteté, dont je parlais il y a un instant. Quand je dis honnêteté, c'est pas honnêteté simplement financière, hein, c'est honnêteté intellectuelle, de savoir d'où on vient, avec qui on a travaillé, ce qu'on leur doit, là où on va, la modestie. Bon, pas tout le monde est modeste au même niveau, mais voilà, l'humilité, en tout cas. Des valeurs humaines précieuses. Ouais. Valeurs humaines auxquelles je crois beaucoup. Et donc, il n'y a pas eu de parcours particulier, à part pour ces deux-là qui ont travaillé avec les uns les autres. Les nouveaux, c'est plutôt de la durée. Je pourrais dire même de l'endurance, parce qu'ils ont travaillé au cabinet depuis un certain nombre d'années. Ils ont été collaborateurs d'un associé, puisqu'aujourd'hui, la taille fait qu'on s'est séparés. La taille et la configuration du cabinet fait qu'on s'est séparés par pôle d'activité, pôle de compétences. En charge de différents associés. Et donc, ils ont travaillé. Et puis, alors là, on en vient à quelque chose qui est complètement irrationnel, c'est l'intégration de ces personnes par l'intérêt qu'ils marquent à la collectivité, comment ils se sont impliqués dans les réunions qu'on a pu faire avec les autres collaborateurs, comment ils se comportent avec les assistants, comment ils se comportent avec les autres associés. Et puis, quand vous voyez quelqu'un matin et soir pendant 10 ans, au final, vous commencez à vous habituer à lui, à vous intéresser à lui, à ce qu'il fait. Et quand vous avez l'associé avec lequel il travaille depuis un certain nombre d'années, et puis que vous le voyez évoluer, prendre de l'autonomie, et que vous avez cet associé qui vous dit, écoute, voilà, je voudrais qu'on associe Victoria, Laura, pour ne pas... Pour leur faire un petit clin d'œil, je voudrais qu'on les associe parce qu'elles sont, ou Juliette même, ou Étienne, parce que je ne voudrais pas en oublier. Là, je crois que je suis bon. Et on leur dit, ils nous disent, on voudrait les associer parce qu'on pense que, voilà, ils sont autonomes sur ce type de clients, sur cette configuration, sur leurs compétences. Et par conséquent, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord ? S'il y a un droit de veto, c'est un veto et la question ne se pose plus. En revanche, s'il n'y a pas de veto, la personne est associée, elle sera associée, ou elle va le devenir. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, au cabinet, on n'a jamais associé, et je le regrette un petit peu, on n'a jamais fait de croissance externe. Pourquoi vous le regrettez ? Parce que je pense que c'était des axes de développement. Alors, il y a deux aspects des choses. Le premier, je pense que c'était un axe de développement du cabinet pour... développer certains secteurs qu'on ne pratiquait pas. Parce que tout ce que j'ai dit avec les associés rentrants, là, qui ont pris une certaine autonomie, c'est ceux qui ont continué, qui ont développé quelque chose qui était déjà fait dans le cabinet. Et moi, le premier, d'ailleurs. Charité bien ordonnée. La croissance externe s'entend d'aller chercher d'autres secteurs d'activité. Et donc, de confier votre nom, tous les acquis de la société, le name branding, comme disent les Américains, à quelqu'un que vous ne connaissez pas, en réalité, que vous allez observer. Alors oui, on a eu des discussions de rapprochement avec des cabinets lyonnais, parisiens. Bien sûr. Je ne sais pas si... Bref, on a eu des rapprochements, mais à chaque fois, ça a été le point d'achoppement, ça a été, quand on parle... Non pas qu'on parle finance, parce que ce n'est pas une question financière, c'est vraiment... dans la mise en œuvre structurelle, comment on va discuter ensemble, et quand ils font une activité qui n'est pas la vôtre, sur laquelle aucun des associés déjà en titre n'a de contrôle sur cette activité, et que vous y associez votre nom, j'allais dire, c'est toute la pyramide, toute la société que vous avez mis des années à construire qui peut tomber d'un seul coup parce que vous avez fait un mauvais choix d'associé. Ça arrive dans plein, et il y en a plein qui renaissent, qui savent se reconstruire, etc. Mais c'est un risque que... en tout cas, mon associé historique
Jean-François Abeille était assez contre de prendre, mais voilà pourquoi je le regrette. Parce qu'à côté de ça, il est clair que c'est la possibilité de s'ouvrir à d'autres marchés, d'autres compétences, et puis à un moment donné, il faut faire confiance. Si on s'associe avec les gens, c'est pas pour rien. On est quand même dans un intérêt commun, mais il faut que les choses elles soient très bien définies. Il faut mettre un petit peu son ego de côté, son historique de côté, et essayer d'avancer. Donc c'est pour ça que, en soi, je regrette qu'on l'ait pas fait avant sur des nouveaux secteurs d'activité. Voilà, c'est comme ça. Et c'est jamais trop tard. Non, bien sûr. Parce que vous avez bien grandi en plus au fil des années. Voilà. Et là, très récemment, donc ce que je disais il y a un instant n'est plus vrai. Malheureusement, c'est souvent le cas avec moi. On a décidé de se rapprocher d'un cabinet tourangeau et parisien. Enfin, tourangeau à la base. Maître Émeric Desnois, avec lequel on a pris des participations croisées, parce qu'il est dans un marché qui n'est pas très loin du nôtre. Qui est la fraude à l'assurance. D'accord. Nous, on intervient beaucoup pour 80% de notre clientèle, ce sont des assureurs. Tout pôle d'activité confondu. Peut-être 70%, 75%, peu importe. C'est pas le chiffre qui est important. Mais donc, on a ces entrées. Et lui, pareil. Et il fait... lui, c'est vraiment à côté de nous. Lui, il est solo practice avec... il était solo practice et lui, il avait besoin ou envie de se rapprocher... Envie d'abord et besoin de se rapprocher d'un cabinet plus structuré. Et qui a déjà des fonctions support, qui a déjà des fonctions de communication, etc. Même s'il fait ça très bien tout seul, mais il pensait qu'on pouvait l'aider. Et donc, il est venu nous solliciter. Et ça a été encore une fois, là, parce que ça c'est le trait commun, ça a été une question de personne. Donc, l'activité, oui, le côté professionnel, oui, mais avant tout... La sincérité. La sincérité, une question de personne, des discussions qu'on a pu avoir. On en a eu à la fois peu, mais au final suffisantes pour se convaincre que c'était la bonne personne. Et puis, c'est un nouveau challenge. On est arrivé à une taille et voilà, il était temps de changer de paradigme, même si celui-là nous avait pas trop mal réussi jusqu'à maintenant, mais peut-être qu'il allait commencer à devenir poussiéreux, ce qui est ma crainte la plus extrême. J'avais compris. que j'ai, de le devenir un jour. Non pas que je ne veuille pas vieillir, je crois qu'il faut avoir l'âge de son âge, mais de devenir poussiéreux par contre et de plus être au goût du jour, ça c'est la chose qui me fait le plus peur. Même si, encore une fois, je ne veux pas faire de jeunisme particulier, je ne veux pas être jeune sans être sans l'être, etc. Mais je ne veux pas devenir poussiéreux et has-been. Et donc ce garçon avec lequel on a discuté, à la faveur d'ailleurs d'un de mes associés, qui encore une fois, là, comme la cooptation dont je parlais, nous a présenté le projet. On a discuté du projet, on est allé un petit peu plus loin, on a fait des réunions personnelles d'abord et exclusivement personnelles. On a beaucoup échangé après sur nos visions. De la profession, de l'évolution, des marchés, de ce qu'on pouvait s'apporter les uns les autres. Est-ce que je peux t'apporter ça? Mais ça, c'est se vendre, c'est une chose. Mais toi, voilà ce que tu peux m'apporter, ce qui est très valorisant quand on vient vous le dire. Et vice-versa, en toute sincérité, voilà ce que toi, tu peux nous apporter. Et ce rapprochement se fait. Ça a été signé, si c'est pas hier, c'est en début de semaine. Enfin, c'est vraiment très, très actuel. Bon, je serais venu la semaine dernière, je n'en aurais pas parlé. Je viens aujourd'hui, je peux en parler. Et donc, on est très content d'avoir ce 11e associé au cabinet avec lequel on va écrire je l'espère, un nouveau chapitre du cabinet. Voilà. Bienvenue à lui. Et puis on est très content que vous nous partagiez l'information en direct. Quels sont les grands enjeux sur lesquels le cabinet travaille en ce moment, les grands enjeux stratégiques, les projets dans les années à venir? Ce qui n'est pas secret, bien entendu. Oui, non, il n'y a pas de secret. C'est plutôt des lieux communs que je vais évoquer. L'IA, évidemment, l'intégration de l'IA. Comment adapter nos pratiques avec ces outils, quelles sont les expériences qu'on doit tirer de ces outils, quels sont les enseignements qu'on doit tirer de l'utilisation de ces outils, comment on peut s'approprier ces outils, les mettre toujours au service de nos clients, avec toujours des bornes qui sont le secret professionnel, voilà. De ne pas se fier qu'à l'IA et de garder un esprit critique. Donc ça, c'est évidemment les enjeux de demain. Le deuxième enjeu sur lequel on réfléchit beaucoup
c'est la structuration du cabinet pour le garder pérenne, parce qu'on est arrivé à une taille qui fait qu'on a des grosses, vous l'imaginez, des grosses charges. Oui, j'imagine. Qu'il faut couvrir, évidemment. Et il n'est pas question, pour nous, en tout cas dans notre esprit, de faire passer l'humain, enfin de sacrifier l'humain par rapport à ça, auquel je crois beaucoup. Donc cette structuration du cabinet de demain, du management de demain, qui doit s'adapter à ces règles, ce sont je crois, les sujets, le choix, garder le choix des clients que l'on veut traiter, le choix des matières que l'on veut exprimer, et aller rechercher de nouveaux marchés et comment le faire. Après, je pense que sur le maillage territorial, on n'est pas trop mal. Il y a peut-être encore 2 ou 3 implantations qui devraient se dessiner à des horizons assez on va dire à moyenne échéance. Donc j'en parle pas encore. Et ça, et de faire en sorte de créer un environnement au final où tout le monde, où les actuels et les prochains vont y trouver leur compte. Et au final, c'est ça qui compte, de préparer, en tout cas moi, arrivé à mon âge et mes 30 ans d'expérience, c'est de préparer la passation pour que le cabinet perdure. Non pas que je tienne particulièrement à ce que j'ai construit perdure et que j'en tire un quelconque bénéfice. D'ailleurs, mon nom ne figure pas sur le nom du cabinet comme beaucoup. Mais parce qu'on a donné du bien, parce qu'on en a bien vécu, parce que ça nous a apporté beaucoup de joie, beaucoup d'inquiétude aussi, mais beaucoup de joie avant tout. Encore une fois, une question de curseur, hein, il faut que le plus soit supérieur au moins. Et que voilà, on prépare aujourd'hui cet environnement pour les plus jeunes et pour ceux qui arrivent demain, qui feront leur affaire et qu'on fait participer, parce que j'anticipe votre question sur le management et la taille, qu'on fait participer justement à ces choix qu'on fait et surtout à leur mise en œuvre une fois que ça a été adopté. Et justement, par rapport à cette expérience que vous avez de la profession vis-à-vis de vos débuts, quel est votre regard à vous sur l'évolution de la profession d'avocat ? En fait, je ne sais pas comment répondre à votre question, parce que... c'est embêtant. Oui, ça demande une certaine réflexion. Tous les outils qui sont mis à notre disposition nous permettent de travailler de plus en plus seuls. Voilà. De plus en plus... je ne vais pas dire seul, je vais dire en autonomie. C'est le terme exact. Que ce soit tous les outils de la profession vous permettent aujourd'hui, d'où que vous soyez, et j'en fais l'expérience évidemment aujourd'hui, où que vous soyez, vous êtes en capacité de traiter un dossier. Vous n'êtes pas en capacité de le plaider évidemment, parce que là vous devez être sur place, mais la plupart du temps vous êtes en capacité de traiter où que vous soyez. J'ai des confrères que je connais qui travaillent du Portugal, une autre qui est installée à Ibiza, qui a pris femme et enfants pour s'installer à Ibiza et qui revient une fois de temps en temps, mais qui est toujours inscrite au barreau de Marseille. Donc vous voyez, on peut travailler de n'importe où, dans n'importe quelle condition. Donc tout est fait pour qu'on travaille en autonomie et donc de plus en plus seul. Et c'est ce que je trouve dommage par rapport à l'évolution de la profession. C'est que moi, je crois, vous l'avez compris au travers de nos échanges, beaucoup à l'humain, à l'enrichissement des discussions, des relations, même des relations complètement anodines. Même des discussions anodines, je veux dire, il en émerge toujours quelque chose, un enrichissement personnel. On est toujours plus fort. Je ne sais pas qui c'est qui disait que seul on court plus vite, mais qu'à plusieurs on va plus loin. Et ça, je trouve ça dommage de l'évolution de la profession. Et à côté de ça, je pense que je réfléchis comme ça parce qu'on est arrivé à une taille aussi critique, c'est-à-dire on est des gros chez les petits, on est encore des petits chez les gros. Et que du coup, on est un petit peu à ce carrefour des décisions à prendre pour savoir comment on fait. Là où je m'inquiète un petit peu plus, c'est sur l'esprit critique. Et par rapport à l'IA ? Et la formation et le temps long. Avant, quand on commençait, il y avait vraiment, et puis je l'ai exprimé tout à l'heure, cette volonté de me former et du coup de m'inscrire dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et ça ne peut plus être le cas. Parce que dans sa vie de tous les jours, tout est immédiat. Vous avez n'importe quelle question, vous avez la réponse immédiatement, sans même aller chercher. Et vous pouvez tout avoir en quelques minutes. Vous pouvez traverser le monde en quelques heures, vous retrouvez dans l'autre hémisphère, etc., etc.
Alors que la formation, elle est, à mon sens, essentielle. Et le métier d'avocat, ça n'est pas que des connaissances juridiques. Ça ne sont pas que des connaissances juridiques. Le métier d'avocat, c'est plus que tout. C'est un ensemble. Et d'ailleurs, on n'exerce pas le métier d'avocat. Pour moi, on est ou on n'est pas avocat. C'est-à-dire qu'on est avocat dans toute sa vie. Et d'ailleurs, c'est si vrai que de le dire qu'un avocat qui est condamné à une infraction pénale, même une délinquance routière ou quoi, mais condamné définitivement à une infraction pénale, ne peut plus exercer son métier. Parce qu'il lui manque un des éléments de son serment, l'honneur et la probité. Donc c'est important d'être avocat, et j'ai l'impression, chez la plus jeune génération, que le métier d'avocat est devenu vraiment un métier comme un autre, qu'on exerce pendant un temps et qu'on ne va pas exercer toute sa vie. Donc on ne s'inscrit plus dans ce temps. Et qui dit ne plus s'inscrire dans ce temps long, avec l'IA, dit ne plus apprendre, ne plus expérimenter. Et qui dit manque d'expérience, je ne sais plus où je voulais en venir, dit manque d'esprit critique. C'est là que je réponds à votre question. Manque d'esprit critique. Parce que, alors, je ne ramène pas encore à c'est pas ce que je veux dire, mais on a beaucoup, dans mes études et au début de ma profession, on a beaucoup lu. Et quand vous allez sortir un juriste classeur, parce que c'était le nom des fascicules énormes que tous les avocats, que beaucoup d'avocats avaient dans leur bibliothèque, quand vous recherchiez quelque chose sur un article, vous lisiez énormément de choses à côté. Et puis la chose d'à côté, elle vous donnait une solution que vous aviez fait dans un dossier de la veille, du matin. Vous trouviez une jurisprudence qui n'était pas celle que vous recherchiez sur le moment venu, mais qui allait alimenter votre base de connaissances comme ça. Et donc ça fait partie de ce que j'appelle l'expérience. C'est pareil, les situations que vous avez pu rencontrer, des difficultés avec les magistrats dans des audiences, et tout ça. Et toute cette formation qui s'est perdue fait qu'avec l'IA, on n'a plus cet esprit critique. Vous posez une question, vous avez une réponse. Alors on va vous dire, oui, mais il faut apprendre à poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Ok, donc il y a tout un enseignement à faire, c'est une nouvelle façon de travailler. De travailler. Mais il n'y a plus, ou de moins en moins, en tout cas, cet esprit critique qui fait que si on vous a enseigné que ce que l'IA disait, que si vous n'avez appris qu'avec l'IA, au final, ce que l'IA va vous restituer, c'est la vérité. Et vous ne vous donnez plus l'effort, le goût de l'effort, d'aller chercher autre chose, comme si vous étiez au pied du mur et que vous deviez dépasser ça, parce que la réponse, on vous l'a donnée. Vous n'avez pas attendu d'être au pied du mur, on vous l'a donnée. Ça éteint un peu l'esprit de contradiction aussi. Ça éteint l'esprit critique, l'esprit de contradiction, c'est exactement ça. Et je trouve ça un petit peu dommage. Ce qui n'enlève rien au fait que les étudiants qui arrivent aujourd'hui dans la profession sont beaucoup plus spécialistes que ce que nous l'étions. Grâce à l'IA, vous pensez, justement ? Peut-être que la profession se spécialise aussi davantage maintenant, puisqu'il y a plus de cabinets niches. Et dans leur formation, ils le font un peu plus tôt. Mais il y a des réflexions, c'est marrant, de collaborateurs. J'ai des collaborateurs qui viennent et qui me disent « Ah ben ça, je ne sais pas faire ». Mais moi, il y a 30 ans, jamais ça me serait venu à l'idée de dire à mon maître de stage ou à mon patron « Ça, je ne sais pas faire ». Je ne savais pas faire. Oui, c'était un fait, et il le savait. Puisque j'arrivais frémoulu, je ne savais rien faire par définition, mais j'allais chercher comment faire. Et j'arrivais avec des propositions de solutions, des fois des mauvaises, des fois des bonnes, le plus souvent des bonnes, j'espère. Ça, c'est comme les dossiers, on en perd, mais heureusement, on en gagne plus que ce qu'on en perd. Et donc, cet esprit critique vous faisait vous dépasser un petit peu, Donc, je crois que un des grands enjeux de demain, en tout cas au niveau de la formation, c'est justement de cultiver cet esprit critique. Critique et également des convictions que vous pouvez avoir. Parce que l'IA, à mon avis, n'achètera jamais l'expérience. Ça, c'est une chose. Donc tout ce qui est du nature de l'humain, du ressenti, du nez, de la comment on dit L'instinct, exactement. Instinctivement, vous feriez ci ou vous feriez ça, et des fois ça marche. Donc tout ça, l'IA n'y répond pas. Et la deuxième chose que l'IA ne fera pas, à mon avis, c'est fera évoluer les choses pour correspondre aux mentalités ou à l'évolution de la société. Et là, je ne peux m'empêcher de faire référence à des grands confrères dont je m'honore de porter la robe comme eux, mais c'est tout le seul point qu'on a en commun tellement ils étaient grands, mais
je sais pas moi, des Badinter ou des Gisèle Halimi ou des Jean-Michel Darrois qui par leur ou des Scapel à l'époque à Marseille, qui par leur personnalité, leurs compétences, leur travail ont fait évoluer le droit et ont même été des fois créateurs de droit. Et ça, cette invention où le droit répond à des problèmes de société à force de donner. Tout à l'heure, on a croisé un collaborateur à vous, je disais des coups de bélier pour au final pousser les limites et les dépasser et créer quelque chose de nouveau. Je crois que l'IA ne le fera pas. Et l'IA, du côté des magistrats, ne le fera pas. Elle compilera des informations, certainement beaucoup plus que ce qu'on serait en capacité d'en lire et d'en digérer nous-mêmes. Elle ressortira une très bonne synthèse, elle ressortira la position dominante, mais c'est la position dominante. Ça n'est pas... L'avocat a aussi, et a eu de tout temps, une fonction sociale. Et pas que dans le cadre de la société, c'est une fonction sociale au sens de faire évoluer la société elle-même, en défendant des causes, parce que c'est le porte-parole des oui, on dit souvent défendre la veuve et l'orphelin. Voilà, mais on doit défendre tout le monde, la veuve et l'orphelin et les autres, même les agresseurs méritent et ont le droit d'être défendus. Donc on doit défendre tout le monde, c'est notre vocation. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait évoluer, enfin certains d'entre nous ont fait évoluer le droit. Je parlais de Badinter, évidemment tout le monde pense à l'abolition de la peine de mort, même si ça a été une décision politique qui s'est inscrite dans une mouvance, etc. Mais c'est à force de travail, d'acharnement, d'abnégation, il a pris des coups sur la tête, de persévérance, de pugnacité, qui sont également des qualités que je revendique, la pugnacité, et que j'aime bien chez les autres, eh bien, on arrive à faire avancer. Et ça, l'IA, je crois qu'elle ne le fera pas. Donc, ce qu'il faut donner aux jeunes pour répondre très précisément à votre question, parce que vous savez, l'avocat, ça parle, et puis au final, ça revient quand même sur le sujet. J'espère. C'est de leur donner ce goût de ne pas se satisfaire. En fait, c'est le goût de l'effort, quelque part. Le goût de l'effort, de ne pas se satisfaire de ce qu'ils ont. Et c'est valable pour tout et à tout âge. Je parle des jeunes, mais c'est valable. Curiosité, de toute façon. Ça s'applique aussi à moi, la curiosité d'aller voir ce qui se passe sur des sujets auxquels je ne suis pas nativement attaché. L'informatique, etc., par exemple. Mais ce goût de l'effort pour aller faire dépasser les lignes et satisfaire des fois, parfois même, leurs propres convictions. Celles de leurs clients, c'est une chose, mais des fois, leurs propres convictions. Eh bien, écoutez, Stéphane, c'était un merveilleux mot de la fin. Merci beaucoup pour votre participation à ce podcast. C'est un plaisir de vous recevoir. Plein de bonnes choses dans la suite de votre carrière et pour Abeille et associés. Et à très bientôt, peut-être. Eh bien, merci à vous de m'avoir reçu et d'avoir pris le temps de m'écouter, ce qui, parfois, n'est pas toujours très agréable. Mais là, j'ai passé en tout cas, moi, de mon côté, un excellent moment. Donc, j'espère que je vous ai fait partager cette passion qui m'anime depuis pas trop longtemps. Qui m'anime et qui m'anime encore pour quelques années. Mais c'est un plaisir partagé. Je suis certaine qu'il le sera également par nos auditeurs. Merci. À bientôt.